À la fin des années 50, l'exploration spatiale fascinait le monde entier. Pourtant, un groupe d'esprits rebelles s'interrogeait non sur ce qu'il y avait là-haut, mais sur ce qui gisait en dessous. Ces chercheurs se baptisèrent l'American Miscellaneous Society et entreprirent l'un des projets les plus ambitieux jamais imaginés. Le projet Mohole. Animés d'enthousiasme et de détermination, ils ignoraient encore le cauchemar qu'ils venaient d'engendrer. Commençons par comprendre l'objet de ce projet. Vous savez sans doute que la Terre ressemble à un immense oignon. Si l'on en coupait une moitié, on découvrirait plusieurs couches, toutes distinctes les unes des autres. La croûte, sur laquelle nous vivons, est d'une minceur extrême, comparable à la peau d'une pomme. Elle se compose de plaques tectoniques, telles les pièces d'un puzzle flottant sur une couche inférieure. Cette couche est le manteau. Ce dernier est essentiellement solide, composé de roches qui s'écoulent lentement, sur des milliers d'années, tout en demeurant brûlante, plusieurs milliers de degrés Celsius. Imaginez une mer de pierres incandescentes se mouvant comme un épais sirop de caramel. Lorsque le manteau bouge, les plaques au-dessus se déplacent également. En général, ce mouvement est si lent qu'il passe inaperçu. Mais il arrive que les plaques s'entrechoquent, se bloquent ou se libèrent soudainement, provoquant alors d'effroyables secousses qu'il est difficile d'ignorer. Ces vibrations, vous les connaissez sous le nom d'ondes sismiques. En 1909, un scientifique croate du nom d'Andrija Mohorovičić observa un phénomène étrange. À une certaine profondeur, les ondes sismiques semblaient soudain accélérées. Il ne se doutait pas encore qu'il venait de découvrir la limite séparant la croûte terrestre du manteau, qui fut plus tard baptisée discontinuité de Moho. Et que décidèrent les membres du projet Mohole, selon vous? Lors d'une réunion de la Fondation nationale pour la science, ou NSF, alors que l'on débattait des avancées scientifiques, le géophysicien et océanographe Walter Munk lança soudain une idée stupéfiante. Pourquoi ne pas forer jusqu'au manteau? Son idée paraissait insensée. Percer le plancher océanique pour atteindre la discontinuité de Moho et en percer les mystères. Peu importaient les profondeurs vertigineuses, les pressions écrasantes ou les courants violents. Audacieux, certes, mais pas totalement absurde. En partant du fond marin, le Moho ne se trouve qu'à 5 ou 10 km sous la surface, bien plus accessible que depuis la terre ferme, où il faudrait creuser entre 20 et 100 km de profondeur. Les océans représentèrent donc la voie la plus prometteuse pour l'atteindre. Munk n'était pas seul dans son enthousiasme. Harry Hess, un de ses collègues, partageait cette exaltation. À l'époque, la tectonique des plaques était encore peu connue. Hess, l'un de ses fondateurs, croyait que la Terre se composait de plaques géantes en mouvement. Pour lui, forer jusqu'au manteau représentait l'occasion idéale de confirmer cette théorie. Ils formèrent alors une équipe et recrutèrent d'autres scientifiques partageant leurs convictions. Ils rassemblèrent les esprits les plus brillants de la géoscience: Roger Revelle, Maurice Ewing et Arthur Maxwell. Ils se surnommèrent hétéroclites, car l'équipe comprenait toutes sortes de spécialistes, sans se douter que ce nom léger finirait par leur causer du tort. La Fondation nationale pour la science fut d'abord stupéfaite et rejeta leur idée, car sa réalisation aurait été un véritable cauchemar. L'équipe se dota donc d'un financement de 50 000 $ pour établir un plan détaillé, puis présenta officiellement le projet. Fort heureusement, la science connaissait un essor considérable et des rumeurs circulaient sur d'autres pays tentant des forages profonds, ce qui permit à l'AMS d'obtenir enfin le feu vert. Le plan se décomposait en 3 étapes. Premièrement, réaliser un test de forage pour évaluer les conditions et le matériel. Deuxièmement, construire un navire de forage intermédiaire capable de supporter l'entreprise. Troisièmement, poursuivre jusqu'au Moho. L'équipe obtint un financement faramineux de 2 500 000 $. Puis, en mars et avril 1961, le projet débuta enfin au large de l'île mexicaine de Guadeloupe, avec une barge convertie, le CUSS-1, et des idées ingénieuses pour le faire fonctionner. À l'origine, le CUSS-1 avait été conçu pour le forage pétrolier en mer et constituait l'une des meilleures solutions disponibles pour travailler en eau profonde. Mais le hic, c'est qu'il ne pouvait descendre que de quelques centaines de mètres, alors que le projet nécessitait d'atteindre au moins 5 km. Pour surmonter cet obstacle, l'équipe imagina une innovation spectaculaire.
Le positionnement dynamique, une technologie permettant aux navires de rester parfaitement immobiles au milieu de l'océan sans recourir à une ancre. Concrètement, 6 bouées furent immergées pour former un cercle autour du navire et envoyer des échos sous-marins afin de déterminer sa position exacte. À l'aide de moteurs et d'un joystick, l'équipage parvenait ainsi à maintenir le QSS-1 précisément au centre de ce cercle. Et, contre toute attente, des progrès furent y constatés. Bien que le forage en mer soit extrêmement difficile, ils réussirent à percer d'épaisses couches de sédiments et atteignirent une profondeur de 180 mètres sous le plancher océanique, l'équivalent d'environ 2 statues de la Liberté. Et cela, alors que le plancher lui-même se trouvait à 3700 mètres de profondeur. Ce n'était qu'un début. Plus loin, ils rencontrèrent d'énormes quantités de basalte, une roche volcanique. Si cela ne nous surprend plus aujourd'hui, à l'époque, c'était un exploit sans précédent. Ils avaient traversé des sédiments datant du Miocène, formés il y a plusieurs millions d'années, révélant de précieuses informations sur l'histoire de notre planète. Le monde entier retenait désormais son souffle. Même le célèbre écrivain John Steinbeck, auteur d'À l'Est d'Éden et des raisins de la colère, fut emporté par l'excitation. Il participa au projet et rédigea pour Life un article spectaculaire, soulignant que nous en savions moins sur le fond des océans que sur la Lune. Cette phrase marqua les esprits. La surprise la plus inattendue fut que le président John Kennedy adressa un télégramme pour féliciter l'équipe. Pendant un bref instant, la course à l'espace sembla se transformer en exploration des profondeurs terrestres, et il semblait possible qu'ils réussissent. Mais, des années plus tard, Walter Munk confia que le succès même de la phase 1 avait fini par compromettre le projet. Ce triomphe précoce fit grimper les attentes à des niveaux vertigineux. Dès le départ, la diversité de cette société engendra de nombreux désaccords, des obstacles logistiques, et les coûts ne cessèrent de s'accroître. Lorsque la NSF réalisa l'ampleur du succès du projet, elle prit le contrôle en 1961. La société d'origine se retrouva reléguée au rôle de simple consultant, ce qui provoqua un désordre total. L'un des scientifiques décrivit la situation comme une longue et peu séduisante succession de querelles, d'amertume et d'imprévoyance. L'équipe n'arrivait même pas à se mettre d'accord sur leurs objectifs précis, ni à déterminer si atteindre le Moho restait réellement leur but. Par la suite, le projet confia les travaux à une nouvelle entreprise contractante, Brown & Root. Mais ce fut une décision dictée par la politique plutôt que par la science. Brown & Root ne possédait aucune expérience du forage en haute mer. Les pauvres scientifiques durent subir les conséquences de cette incompétence. L'entreprise ignorait les objectifs du projet et la difficulté des opérations, au point que certains chercheurs abandonnèrent, excédés. Lorsqu'ils estimèrent enfin le coût réel pour atteindre le Moho, il s'éleva à environ $1 milliard selon les standards actuels, un chiffre qui stupéfia absolument tout le monde. Le public ne cessait de se moquer du projet, ce qui compliquait énormément les choses. Certains articles le surnommèrent le projet sans trou et publièrent des titres ironiques tels que « Comment la NSF s'est égarée dans le Mohol ». Le coup de grâce survint en 1966 avec le décès d'Albert Thomas, le plus fidèle soutien du projet. Par ailleurs, la guerre du Vietnam s'aggravait. Le projet fut arrêté après avoir englouti des dizaines de millions de dollars. Cependant, il ne fut pas entièrement vain. Le projet Moholé fut pionnier d'une technique de forage en haute mer aujourd'hui standard et inspira de nombreuses idées plus petites et similaires. La science poursuivit son chemin depuis lors. En mai 2023, les scientifiques atteignirent enfin ce rêve. Ils récupérèrent des roches non seulement de la frontière du Moho, mais directement du manteau terrestre. Ces échantillons provenaient du fond de l'océan Atlantique. Peut-être qu'un jour, il nous sera possible de forer jusqu'à cette profondeur